Je veux donc ainsi dire bon après-midi à nos internautes, à nos abonnés, à ceux qui nous suivent, à tous les fidèles de ce qui s'appelait encore avant le Camtel Digital Talk et qui est devenu le Blue Digital Talk. Nous sommes rendus à l'acte 24 de nos webinaires. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est liée aux finances, digital et fintech. La fintech peut-elle aider à accélérer la bancarisation au Cameroun? Pour nous accompagner cet après-midi, nous avons 3 icônes du monde de la fintech. Tout seigneur, tout d'honneur, je commencerai par la ladies qui nous accompagne avec nous aujourd'hui. C'est Nelly Chatoué-Diop. Elle est CEO et cofondeur de Ejara. Il y a quelques semaines, elle a fait la une avec une grosse levée de fonds. Je pense que de mémoire, sur l'Afrique francophone, c'est la plus importante levée de fonds qu'une femme ait pu faire. Bon après-midi, Nelly, et merci d'être avec nous. Bon après-midi, je suis ravie d'être parmi vous. À côté de Nelly, nous avons un autre acteur de la diaspora, revenu de Londres et s'installer au Cameroun. Il est le cofondeur de Cola Group. J'ai nommé Franklin Degueux. Bon après-midi, Franklin. Bon après-midi, Lionel. Très content d'être là. Merci pour l'invitation. Et enfin, pour clôturer le panel, vous avez suivi, c'est l'homme en rouge, c'est Yannick Tchenche. Il est Marketing et Brand Communication Director chez UBA. Bon après-midi, Yannick. Bon après-midi, Lionel. Bon après-midi, Nelly. Bon après-midi, Franklin et tous ceux qui nous suivent. Comme à l'accoutumée, notre webinaire aura 2 phases. La première phase, on donnera la parole à nos panélistes pour qu'ils donnent leur point de vue sur la thématique que nous avons arrêtée pour ce webinaire. Et la deuxième phase, nous prendrons quelques questions de vous, abonnés. Et enfin, nous clôturons notre 24e édition du Blue Digital Talk. Sans plus tarder, je commencerai par le premier tour de table. Digital et FinTech. La FinTech peut-elle accélérer la bancarisation au Cameroun? Nelly, tu as fait la une il y a quelques mois, comme je le disais tantôt, avec la solution Ejara, qui est une solution de crypto-monnaie. Peux-tu nous en dire un peu plus sur Ejara avant de donner ton avis sur la thématique de cet après-midi? Tu as la parole. Oui, bonsoir. Bon, déjà, Ejara, ce n'est pas que crypto-monnaie, Okay. que ce soit clair. En fait, Ejara, la vision lors de la création d'Ejara, c'était vraiment de démocratiser l'accès à l'investissement et à l'épargne en Afrique francophone pour toutes les populations, comme on dit, de man on the street. Pas seulement une épargne, un investissement réservé aux élites, mais aux citoyens lambda. Et en fait, ça passe par présenter, en tant que bon investisseur, un panel d'actifs. Et tout le monde est sans ignorer que les crypto-monnaies, c'est un des actifs financiers les plus performants des 12 dernières années. Mais on aspire à aller au-delà. C'était aussi le sens de cette levée de fonds pour pouvoir proposer au travers d'Ijara le potentiel de participer à l'émergence des marchés financiers qu'on connaît dans notre zone, hein, acheter des actions locales, acheter des obligations, des bons du trésor. Donc, vraiment proposer un panel d'actifs qui va du plus risqué, du moins volatile au plus volatile et avec des meilleurs retours sur investissement. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça la vision d'Ijara et le produit aujourd'hui et demain. Ensuite, la relation fintech et bancarisation. Déjà, bancarisation, j'aime moins parce que dans bancarisation, il y a le mot banque. Ça peut sous-entendre que ça passera forcément par les banques. Les banques vont y contribuer. Ils ont déjà fait pas mal. En 10 ans, on est passé de 5% de bancarisation dans toute l'Afrique subsaharienne à 15%. Je crois que dans la zone CEMAC, on est à peu près à 12%. Donc, les banques ont déjà fait beaucoup. On a ensuite les acteurs du mobile money qui ont rajouté une couche, qui ont permis aux populations de se familiariser avec le fait d'avoir de l'argent électronique, d'avoir de l'argent dans le téléphone. Et en ce sens, d'ailleurs, l'Afrique est très innovante. Hein. On pense toujours que la digitalisation, les fintech
les emplois venir de l'Europe, des États-Unis, mais sur le plan des paiements mobiles, mobile money, c'est l'Afrique qui a innové et qui est allée au-devant pour servir un plus large panel de population. Ensuite, quand on parle de digital, de fintech, on parle de digital forcément, donc on parle de solutions qui sont accessibles au travers d'Internet. Et moi, j'irais plus loin en disant, si on pense mobile first, parce que les populations déjà habituées à utiliser leur téléphone pour avoir accès à des services financiers aujourd'hui, c'est du paiement. Demain, comment booster cette offre de services et rajouter d'autres pans comme des comptes d'épargne et des microcrédits. Et quand on parle de microcrédits, l'idée, ce n'est pas de reproduire ce que les banques font aujourd'hui, de déposer un dossier long comme le bras et d'attendre plusieurs semaines. C'est comment utiliser les technologies d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le machine learning, pour pouvoir apporter des credit scoring en temps réel, répondre à des exigences en temps réel et pouvoir aussi passer à l'échelle. Parce que ça, c'est l'autre point de la digitalisation, c'est de dire où aujourd'hui une banque, un gestionnaire de clientèle peut-être ne peut traiter que 30, 40 clients dans la journée. Une application mobile, en 1 heure, je peux avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes connectées. Et ça, ce passage à l'échelle-là permet aussi de fluidifier le processus et de fluidifier l'expérience client. D'accord. Déjà, merci pour la précision. On voit bien que Ijara a une grande mission dans la digitalisation de la finance de l'Afrique. Félicitations pour la levée de fonds. Et effectivement, comme tu le dis, c'est assez édifiant. Le passage de 5%, 15% du taux de bancarisation sur l'Afrique est un signal. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique soit un précurseur, parce qu'on parle de mobile money, aujourd'hui, c'est sur l'Afrique d'abord que ça se passe. Ça veut dire que derrière, il y a beaucoup de choses à faire. Et à côté de toi, il y a quelqu'un, en privé, il m'a présenté son application qui aide aussi à budgétiser, à gérer son argent. Ça s'appelle Cola, comme la Cola que tout le monde connaît. Franklin, c'est quoi déjà Cola avant d'avoir ton point de vue sur la thématique? Oui, bon, en fait, déjà, Cola, c'est une fintech camerounaise. Ils sont basés à Yaoundé. Et l'idée, effectivement, c'était de trouver des moyens pour effectivement amener un peu, comment dire, démocratiser l'accès aux services financiers. Donc, notre première application s'appelle Cola Wallet, ce dont tu parlais, Lionel. Et effectivement, c'est un petit, je dirais, c'est un petit comptable personnel avec des outils de gestion intégrés et aussi des moyens de pouvoir faire, de gérer les problèmes qu'on a dit tous les jours. Hein. On a besoin de transactionner de l'argent, bouger de l'argent à mobile money, qui a beaucoup pris, qui a beaucoup une très grosse évolution sur les marchés camerounais particulièrement récemment, sur les 5 dernières années, je dirais. Et aussi, un facteur qui est assez important pour nous, l'éducationnel. Hein. Éduquer vraiment la population aux bonnes méthodes, je dirais ça comme ça. Il y a un changement de mœurs qui est vraiment nécessaire. Comme Nelly l'a dit tout à l'heure, le Camerounais ou alors l'Africain, de manière standard, n'est pas habitué à l'argent digital. L'argent doit être dans la poche, on doit le sentir, on doit le vivre, c'est sur le matelas. On combat les souris, avec notre argent. Mais il faut vraiment bouger de ce côté-là où en fait l'argent devient un chiffre qui peut bouger assez rapidement. Et vraiment, l'accès à l'argent devrait plus être une idylle. Hein. Ça devrait être vraiment très simple. Donc, c'est effectivement ce qu'on l'a fait. Et de manière simple, hein, nous avons dans Cola Wallet qui est disponible sur Play Store. Hein, vous pouvez télécharger quand vous voulez. Hein, vous allez sur Play Store, vous tapez Cola Wallet, Cola comme la Cola, un K-O-L-A. Et vous recherchez Cola Wallet, vous allez mieux manager votre argent, vous allez télécharger, c'est assez rapide, c'est 1 minute pour installer, c'est rapide. Et en fait, dessus, vous trouverez pas mal de modèles. Hein. Vous trouverez des trucs pour transactionner l'argent. Vous trouverez comment gérer votre tontine. Vous trouverez comment faire des paiements marchands, payer les factures Sonel ou comme WhatsApp. Vous trouverez pas mal de petits modules dont les Camerounais, de manière générale, ont besoin tous les jours hein, pour gérer leur argent. Et donc, pour revenir à la deuxième question, Lionel, autour de la bancarisation et de la fintech, comment ça peut aider. Pour revenir, je suis complètement derrière Nelly. Hein, déjà, comme dit bancarisation, on veut dire qu'on passe par la banque. Je dirais vraiment, c'est pas la bancarisation, c'est pour dire l'accès au financement, hein, l'accès à l'argent. On dirait ça comme ça, c'est beaucoup plus simple.
Et je pense qu'effectivement, les fintechs peuvent jouer un très grand rôle, très grand rôle en ce qui concerne vraiment l'apport technologique qu'une fintech peut avoir, le scale dont il y a parlé, vraiment la vitesse avec laquelle ils peuvent aller. On sait que les banques traditionnelles de nos jours souffrent de beaucoup de choses. Il y a des systèmes qui existent préexistants sur des décennies qui sont très difficiles à modifier. Il y a des méthodes de résolution de solvabilité qui sont vraiment différentes, qui peuvent être implémentées de nos jours. Il y a pas mal de petits éléments qui, tout ensemble, avec le travail des fintechs, peuvent vraiment bouger les choses. Je ne dirais pas que les fintechs seuls peuvent faire changer tout, mais je pense que les fintechs, en bossant avec des banques et aussi avec des régulateurs de marché, peuvent vraiment faire bouger les choses. Donc, on en parlera sûrement. Hein, donc, c'est juste pour dire bonsoir à tous d'ailleurs. Ouais. OK. Merci Franklin pour l'édification que tu apportes, qui va un peu en droit à ce que Nelly venait de dire. On a quand même un acteur de la banque. On a parlé de fintech, mais derrière un lien avec la banque. Et quand on parle de UBA, on parle de la carte prépayée, on parle de l'application mobile qui fait beaucoup de communication en ce moment. Yannick, déjà, avant de donner ton point de vue sur la thématique, nous parler en fait des solutions que UBA propose pour aider à accélérer la bancarisation au Cameroun. Rebonsoir tout le monde. Et effectivement, UBA est la banque digitale leader. Nous sommes leaders sur le digital parce qu'effectivement, nous sommes en avant-gardiste sur tout ce qui est solution de gestion de transactions bancaires, gestion de son compte, etc. Vous avez le chatbot, par exemple, Léo, qui permet de gérer son compte, gérer ses transactions, effectuer ses transactions de chez soi ou de son bureau, sur WhatsApp, sur Messenger. Nous sommes la seule banque à offrir un service qui vous permet d'envoyer de l'argent à travers WhatsApp, et que nous avons lié l'utile à l'agréable parce que en étant sur WhatsApp, en discutant avec la famille et les amis, vous pouvez également faire des transactions. Nous avons la carte Visa prépayée qui ne vous demande pas d'avoir un compte bancaire. Vous pouvez la prendre, la recharger et effectuer vos transactions. Par exemple, là, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook. Vous pouvez sponsoriser vos pages si vous avez des pages. Par exemple, si vous faites du commerce, mes deux confrères, par exemple, qui doivent forcément faire beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, le digital, etc. et tout, devraient utiliser nos produits, notamment la carte prépayée, parce qu'elle permet, comme je disais, de faire des achats en ligne, de gérer ses pages, de sponsoriser, etc. et tout. Et lorsqu'on voyage, on n'a pas besoin de ramasser, de partir avec beaucoup d'argent. Il suffit de partir avec sa carte Visa prépayée. C'est une carte Visa d'abord, donc ça veut dire qu'elle est acceptée partout où Visa est accepté. Nous avons des services comme Push and Pull qui permettent de lier votre compte bancaire à votre compte Mobile Money. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin de venir en agence pour recharger votre compte, déposer de l'argent. Vous faites de chez vous du call box qui peut mettre l'argent dans votre Orange Money, Mobile Money et vous faites la transaction vers votre compte bancaire et vice-versa. C'est-à-dire vous êtes chez vous un week-end, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque, vous débitez votre compte bancaire, vous chargez votre compte Mobile Money et vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez ou faire des paiements, etc. Donc, nous avons une pléthore de solutions digitales comme ça qui permettent aujourd'hui de vraiment redynamiser la banque traditionnelle qu'on connaît tous, banque papier, etc. Nous sommes passés vraiment à la banque digitale, c'est une réalité. Et avec toutes ces solutions-là, il y en a d'autres, hein. Avec toutes ces solutions, vous pouvez gérer votre compte en toute sérénité, efficacement et de chez vous, comme je dis. Maintenant, sur le deuxième point, sur l'apport des fintechs dans la bancarisation, je pense que pour clairement répondre à cette question et surtout pour me mettre plus du côté des banques, puisque je sais que mes deux confrères ont un peu plus parlé du côté fintech, je parlais un peu plus côté banque. Je pense que pour répondre à cette question, il faudrait déjà savoir c'est quoi les challenges des banques. Déjà pour voir si la fintech peut effectivement répondre. En tant que, déjà, je pense que Nelly en a parlé aujourd'hui au Cameroun plus précisément, parce qu'elle a parlé de l'Afrique centrale. Mais au Cameroun, on a 12% de bancarisation en 2020 et 29% sur toute l'Afrique.
Et au Cameroun, l'objectif, c'est 2030 est à 80%. Donc, même en termes d'objectifs, on est très ambitieux à travers l'APECAM, qui est notre association. Donc, voilà. Et cela représente 5 millions de comptes, c'est-à-dire 12% de taux de pénétration pour 5 millions de comptes. Et quand on sait que bon, le Cameroun, je pense qu'on est autour de 26-27 millions d'habitants aujourd'hui, et surtout 5 millions de comptes, on a beaucoup de personnes qui ont 2-3 comptes bancaires. Donc, ce n'est pas 5 millions de personnes, mais c'est vraiment 5 millions de comptes. Et comme je disais, pour répondre à la question si la FinTech peut aider à la bancarisation, il faudrait passer par les freins de la bancarisation aujourd'hui. Pourquoi ce taux de pénétration est aussi bas? On a déjà les freins culturels. Je pense que Franklin en a un peu parlé. Le rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent, il est très poussé. On aime toucher l'argent, le sentir, on se déplace, on a des clients j'ai un client que j'ai reçu derrière moi qui me disait, moi, chaque fois que je sors de chez moi le matin, je prends 2 millions et je mets dans ma poche parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et bon, à moi de lui dire, est-ce que tu sais qu'avec ta carte bancaire, tu peux régler les mêmes problèmes qu'avec ce cash sur toi? Donc, et il ne savait pas, il ne connaissait pas tous les problèmes et toutes les solutions qui existaient. Mais on a dans ces freins culturels le rapport à l'argent qui est très, très poussé. On veut avoir l'argent, on veut l'avoir sur le matelas, etc. Et tout. On a les freins sociaux, notamment l'éducation. Le taux d'analphabétisation est encore élevé. On a 44% en zone rurale et je crois 22% en zone urbaine, si je ne me trompe pas. Et ça fait que la FinTech a aussi ce côté très innovant qui demande d'avoir une certaine maîtrise de tout ce qui est informatique, tout ce qui est digital et tout ça. Donc, il y a, et même au niveau de la banque, c'est beaucoup de formulaires, de documents à remplir, etc. Donc, ça demande quand même d'avoir un certain niveau de connaissance, un minimum de connaissance. La banque aussi est très réglementée en termes de régulation, de procédures. Il y a beaucoup de documentation, comme je disais, et complexe pour ouvrir un compte. Il y a beaucoup de justifs qu'il faut fournir. Donc, ça crée aussi un frein, surtout lorsqu'on sait, par exemple, sur on sait que le Cameroun est à presque 85 ou 90% secteur informel, et donc ils n'ont pas toujours les justifs à fournir pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Donc, ça qui est un véritable frein. On a tout ce qui est sécuritaire aussi, parce que bon, on a le fait que on a souvent peur d'aller poser son argent à la banque parce que bon, il y a des banques qui ont déjà fermé, il y a des banques qui ont souvent des difficultés. On se dit que notre argent peut disparaître du jour au lendemain et tout. On ne comprend pas toujours comment les banques elles prennent notre argent, comment elles font des placements, etc. Et tout. Donc, il y a aussi ce côté éducation et tout qui représente des freins. On a aussi tout ce qui est les freins fonctionnels de la banque même. L'accessibilité, la banque est fermée le week-end, elle ferme à 16 heures, j'ai déposé mon argent, je n'ai pas le droit d'avoir. Comment expliquer à quelqu'un que c'est son argent, mais il ne peut pas y avoir accès parce que la banque a fermé, parce qu'il y a des problèmes de réseau, parce que le gestionnaire de compte est malade, etc., etc. Donc, il y a tous ces problèmes d'accessibilité à mon argent que je veux à tout moment, à tout instant. La FinTech, donc, est une innovation parce qu'elle vient avec la rapidité, l'accessibilité, la simplicité par rapport à la banque traditionnelle qui est lourde en procédure, etc. Avec de la sécurité aussi, souvent, lorsqu'on comprend le digital, on voit qu'il y a beaucoup de sécurité derrière. Donc, à travers tous ces freins que je viens d'énumérer, si, dépendamment de quelle FinTech ou de quelle solution on parle, si elle répond ou bien vient résoudre la majorité, sinon la totalité de ces différents freins-là, on peut se dire que oui, la FinTech peut venir aider à la bancarisation. Mais bon, je reprends un peu de manière simpliste parce que bon, c'est mon propos introductif. Et puis, je pense qu'on aura le temps d'aller en détail et de voir et de pousser un peu la réflexion tous ensemble. Ok, merci. Voilà donc l'avis de l'expert de la banque qui a un peu brossé un peu
les obstacles, qui peut-être sont les avantages qui permettent donc d'accélérer un peu l'accès à la banque de manière digitale. Je reviens sur Nelly. Si on dit accès à l'argent, pour résumer, pour englober, tu as un exemple, tu as fait une levée de fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des problématiques? Aujourd'hui, quand tu vas à la banque, c'est pour le crédit, c'est pour faire l'épargne et peut-être l'investissement. Aujourd'hui, en termes d'investissement, est-ce que via des plateformes digitales, il est possible de faire des levées de fonds pour que derrière, ça permette aux petits PME, aux petits commerçants, de porter le projet à des start-upers, d'y recourir pour pouvoir voir leurs rêves se réaliser? Bref, la réponse très courte, c'est oui. La réponse un peu plus réfléchie, c'est de dire, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu depuis que je suis au Cameroun, la problématique, c'est vrai, d'avoir accès aux capitaux pour financer les projets, que ce soit pour les PME ou pour les start-upers. C'est vrai qu'il y a des plateformes de crowdfunding, mais il reste encore que la régulation accompagne pour qu'on ait une vraie régulation qui accompagne le crowdfunding, l'appel à l'épargne publique, que ce soit possible au travers des solutions digitales. Mais j'aimerais plus attirer l'attention sur le fait de comment structurer aussi son projet pour le préparer. Parce que quand on parle aussi de digitalisation, là, de la digitalisation, quand on parle de levée de fonds, il y a une exigence en termes de transparence, une exigence en termes de gestion. Je pense à notre ami de Cola. Donc, si vous voulez lever des fonds, vous êtes une PME, commencez à bien gérer votre comptabilité, à gérer votre budget en vous appuyant sur des solutions, par exemple, comme Cola. Il faut une certaine traçabilité parce qu'il faut rassurer aussi les investisseurs. Et très souvent, le discours bascule très vite sur l'incapacité de lever des fonds en parlant des symptômes, mais sans parler aussi de la cause, parce que en tant qu'investisseur, on a besoin d'être rassuré. Et ça aussi, la fintech peut aider, parce que elle peut peut-être collecter plus de données, les rendre accessibles, les rendre visibles, croiser les informations entre différentes sources, permettre à des personnes de faire la due diligence pour se rassurer du fait que ce projet, cette PME, cette start-upper, ces fondateurs, ils ont des bases solides. Donc, sur l'accès au financement, en tout cas dans les gros projets, c'est ce que je peux dire. Ensuite, quand on parle souvent de crédit, notamment pour des fintechs, on est plutôt sur du microcrédit. Sur du microcrédit. Et là, il y a une autre réponse. C'est le fait si l'utilisateur commence à utiliser son application fintech pour gérer le budget, pour faire du paiement, pour faire de l'épargne, pour faire un peu d'investissement, il laisse des traces, il laisse une série de données qu'on peut utiliser avec des nouvelles technologies, le machine learning, pour analyser son comportement, pour analyser ses habitudes et peut-être aussi pour commencer à établir un profil de risque qui permettrait demain, quand il a un besoin peut-être de 100 000, 200 000 francs pour financer un petit projet, une petite urgence, que la réponse puisse être apportée en temps réel parce qu'il a laissé des traces. Mais ça encore, ça présuppose qu'il soit rentré dans le côté formel. Donc, même le frein qu'on a évoqué, et je pense que ce soit Franklin ou j'ai oublié le prénom. Yannick. Oui, Yannick, sur le fait qu'on a la population locale, on a une certaine aisance avec le cash, un confort avec le cash, c'est parce que peut-être en face, il n'y a pas de proposition de valeur, d'usage, qui font en sorte qu'ils peuvent se défaire de ce cash-là pour pouvoir avoir accès peut-être demain à des crédits plus facilement. Donc, expliquer aux personnes que entrer dans le domaine formel, ce n'est pas qu'une histoire de les banques veulent garder mon argent ou les fintechs veulent garder mon argent, c'est aussi une histoire de permettre à la personne demain qui pourra vous donner de l'argent pour financer un projet, de se rassurer sur le fait que vous savez à peu près le gérer, il y a un certain cadre d'usage, à défaut d'avoir des documents, des collatéraux, parce que comme il a dit, il y a très peu de personnes qui ont ces documents formels vu qu'ils sont dans le secteur informel, mais comment se substituer à ces documents-là qui sont exigés par les banques? Ce sont les données, ce sont les habitudes de dépenses, de consommation, de gestion des finances qu'on peut laisser sur les plateformes, que ce soit bancaire ou fintech. Et pour conclure, ça ramène à un dernier point, c'est de dire
pour faciliter tout cet écosystème-là, il faudrait vraiment penser à déjà créer un écosystème, que ce soit les banques, les telcos ou les fintechs, mais aussi à aller vers ce qu'on appelle le open banking, c'est-à-dire un partage de données qui permettrait justement de construire des couches au-dessus de solutions digitales, que ce soit construit par les banques ou par les fintechs, ou que même ces données viennent aussi des sources gouvernementales, parce que je pense aussi que si quelqu'un paye ses impôts régulièrement, ses taxes et tout, il laisse aussi des traces qu'on peut utiliser pour pouvoir apporter des services financiers qui l'aident. Donc, réfléchir aussi à ces solutions, créer un écosystème qui permet non seulement aux gens peut-être de se rencontrer, mais aussi aux données d'utilisateurs de pouvoir être utilisées avec son consentement, bien entendu, hein, pour lui apporter des solutions beaucoup plus personnalisées et beaucoup plus justes par rapport à son besoin. OK. Merci Nelly. Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui quand on voit comment le mobile money se déploie et qui derrière permet de faire des microcrédits, donc de faciliter un peu l'accès à tous ces services-là. C'est le Kenya, pour ne pas le citer, avec M-Pesa. Et je pense que c'est des modèles à peut-être dupliquer, parce que je me souviens à l'époque, quand on parlait de mobile money, déjà au Cameroun, c'était dur. Je veux dire que c'était dur pour les opérateurs de pouvoir faire comprendre aux gens qu'ils pouvaient payer votre facture avec ça. Mais comme la communication a changé, elle s'est recentrée sur l'usage. Je paie ma facture Eneo, je paie ma facture Camwater avec, et derrière, ça a permis donc d'adopter de nouvelles habitudes de consommation. Et je pense que c'est ça qui va pousser aussi derrière, in fine, les users à faire que derrière, ceux qui sont en fintech en amont, dans les banques, vont simplifier peut-être l'accès à ces différents services-là. Ça m'amène à poser la question à Franklin, qui derrière a une solution. Je me souviens quand il m'expliquait un peu sa solution, en me disant, par mois, tu peux faire beaucoup de dépenses, tu peux faire beaucoup d'OM. On t'appelle au village, il faut envoyer l'argent, un ami t'appelle, j'ai des soucis, tu envoies. Et finalement, à la fin de la journée, tu ne sais pas combien tu as dépensé en envoi d'argent. Donc, du coup, ça peut être un frein, dire, OK, finalement, digital, c'est facile, mais après, derrière, chaque fois qu'on me sollicite, j'envoie l'argent. Et je sais que là, derrière, c'est aussi une solution qui permet un peu de pouvoir rationaliser, de pouvoir voir un peu à la fin du mois où j'ai envoyé de l'argent. Franklin, je te passe la parole déjà pour que déjà tu embrayes dessus et que tu puisses rebondir sur ce que je viens de dire. Effectivement, Lionel, en fait, je vais un peu suivre la lancée de Nelly et la tienne également. C'est que il y a un changement de mœurs qui va s'effectuer. Il y a aussi une chose qui est assez importante, c'est s'assurer que la fintech ou la banque ou alors tout autre acteur ramène des solutions aux vrais problèmes posés par le grand public, par des individus. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, avant on parlait du mobile money et c'était un peu difficile à accepter. Mais aujourd'hui, lorsque les gens se rendaient compte qu'ils passaient 2 heures devant le rang à Eneo pour payer une facture, il y a des business qui sont créés. Il y a des gens qui prenaient la facture à 1000 francs, qui payaient une facture à 1000 francs. Donc, leur boulot, c'était de collectionner les factures dans les quartiers, se faire payer 1000 francs par facture, et aller se mettre dans le rang à Eneo pour payer. C'est tout un business, en fait. Donc, ce business-là, avec du mobile money aujourd'hui et des paiements électroniques digitaux, ça a vraiment changé les choses. Donc, après, il y a vraiment ce besoin-là de régler des problèmes pratiques. Et parmi ces problèmes pratiques également, c'est de savoir où est-ce que mon argent va. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, j'ai fait un transfert à quelqu'un, mais il nie avoir reçu le transfert. Il y a un problème simple, aussi simple que des reçus des transferts d'Orange Money ou de Mobile Money. Okay? Ce que les gens font d'habitude, c'est ils vont sur leur téléphone, ils prennent des petites captures d'écran, après ils cachent un peu le solde et qu'ils envoient comme preuve de transfert. Tout ça, vraiment, c'est résolu dans la wallet, parce que nous, on digitalise toutes ces factures-là. On permet de les envoyer par WhatsApp, par email, votre choix. Il y a tous les méthodes de transfert de données. Et il y a aussi une analyse statistique sur tout ce qui est transfert effectué à des personnes, aux groupes de personnes, pour des périodes et aussi pour des montants. Donc, c'est vraiment tout un outil budgétaire assez complet. Et on va un peu plus, on va aussi au niveau de l'éducation, comme je mentionnais plus tôt. Il y a des petits cours sur la finance digitale. On entend parler du budget, mais si on prend ma grand-mère, qui n'est peut-être pas là à l'école, mais qui fait des transferts tous les jours et qui vit peut-être mon petit neveu, et on lui demande comment ça marche l'argent, le neveu l'espérait par la grand-mère, mais la grand-mère doit recevoir de l'argent. Donc, du coup, il faut des petits trucs qui permettront au neveu de comprendre au moins qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Et c'est effectivement ce qu'on essaie de résoudre avec des petits cours de finance éducationnelle dans Cola.
pour aller un peu plus loin, pour aller un peu plus loin en ce qui concerne le management de la finance personnelle, il y a des trucs assez simples. Quand on sort pour aller boire ou pour aller manger, on ne se rend pas compte après combien est-ce qu'on dépense dans les divertissements, combien est-ce qu'on dépense dans des factures imprévues. Il y a un petit cousin qui est passé à la maison avec qui on a dépanné un peu. Il y a un peu d'argent qui est sorti parce qu'on a déposé là. Et tout ça, en fait, cumulé, devient peut être assez grand comme chiffre. Donc, après Cola également, c'est une solution qui permet de revoir tous ces chiffres-là de manière bien agrégée et vous donner une bonne visibilité sur comment planifier et comment faire vos budgets personnels. En gros, c'est ça. OK, merci Franklin. On parle d'usage, on parle de tout ce qui crée le déclic pour qu'il y ait donc l'usage, tout ce qui est mobile money ou solutions de fintech. Mais à côté de ça, il y a le e-commerce qui est en train d'exploser petit à petit sur le continent et qui peut aussi être un moyen de pouvoir pousser un peu cette bancarisation-là. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a une solution que beaucoup préfèrent, qu'elle est plus sécurisée. C'est les cartes prépayées de UBA, parce que derrière, il y a ce côté législatif qui n'est pas encore vraiment ancré sur nos marchés et qui fait qu'aujourd'hui, si tu utilises ta carte bancaire normale, tu as un peu peur. Donc, du coup, ça te permet de faire une marche arrière sur ton usage. Donc, Yannick, par rapport à votre stratégie, la carte prépayée, aujourd'hui l'application mobile, est-ce que c'est vraiment question de répondre à un souci de sécurité ou plutôt de célérité dans la transaction? Les deux. Et je pense qu'il y a même un troisième point qui est résoudre la difficulté ou bien aider tous ceux qui ne sont pas capables d'avoir un compte en bas pour X ou Y raison. Ça peut être parce que j'ai déjà 3 comptes dans d'autres banques et que malheureusement, les banques où je suis n'ont pas cette carte Visa prépayée dont je viens la chercher, mais j'ai déjà des comptes, j'ai un besoin spécifique de carte. Donc, mais c'est d'abord pour un besoin de sécurité parce que on l'a dit, je pense qu'on en a tous parlé, c'est l'innovation. L'innovation, quelquefois, on ne la comprend pas bien, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne et on ne prend pas souvent toutes les précautions qu'il faut. Et on se retrouve donc sur des sites pas protégés, parce qu'après, il faut même savoir ce que c'est qu'un site protégé, un site pas protégé. On partage ses codes, on donne à sa sœur, à son frère, à sa femme, etc. et tout. Ou à des amis, on ne se rend pas compte qu'on ne doit pas partager ces codes comme ça, etc. Donc, il y a tellement de raisons qui peuvent nous pousser à ne pas être prudents et à courir certains risques. Donc, la carte prépayée, son premier objectif, son premier but était vraiment véritablement de venir répondre à ce besoin de sécurité, surtout pour ceux qui, à un certain moment, faisaient beaucoup de courses en ligne, faisaient beaucoup d'achats en ligne, sponsorisaient l'épargne, etc. Et tout. On s'est dit, bon, là, il faut qu'on mette en place un produit qui réponde à ce besoin spécifique, à ce segment de marché-là, et de telle sorte que les accidents ou les incidents qui arrivent où des gens vont faire des courses en ligne avec leur carte de débit et ils se retrouvent le lendemain avec le compte en banque vidé parce qu'ils n'ont pas pris toutes les sécurités qu'il fallait. Donc, on a dit, on va vous donner une carte qui en elle-même est un contre, entre guillemets, et donc, on minimise les risques, même si ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention. Donc, la carte prépayée, Visa prépayée, venait répondre à ce besoin-là. Elle venait également répondre aux besoins, comme je le disais, de celui qui a déjà des comptes ou n'a pas besoin de compte ou ne veut pas un compte tout de suite. Et donc, il prend cette carte-là qui est un wallet également aussi, où on peut faire de l'épargne également. On ne peut pas faire que des transactions, mais on peut faire de l'épargne aussi. On peut décider de garder de l'argent à l'intérieur. On peut décider d'éduquer ses enfants, par exemple, avec des cartes. On peut avoir des enfants qui sont 18, 19 ans, 20 ans, qui sont déjà à l'université. On veut leur apprendre, comme Franklin disait, à gérer leurs dépenses, etc. Ça permet aussi, par exemple, aux parents de ne pas donner du cash à leurs enfants tout le temps, mais à virer directement dans leur compte. Même les parents qui veulent suivre leurs dépenses, contrôler les dépenses, peuvent mettre des virements systématiques dans les cas. Et comme ça, l'enfant apprend à avoir un budget, à gérer son budget, à suivre ses dépenses, etc.
Et comme je l'ai dit dans mon propos introductif, la carte prépayée a évolué parce qu'aujourd'hui, on peut la lier à Orange Money, MTN Mobile Money pour recharger, etc. Donc, en plus de la sécurité, elle est devenue une vraie solution qui répond à des besoins, par exemple, de compte en banque lorsqu'on ne peut pas en avoir, ou de gestion ou d'accompagnement. Et peut-être, j'ai pris l'exemple des enfants. Et elle reste également une solution pour tous ceux qui font énormément de transactions en ligne, parce qu'au-delà de la sécurité, elle est aussi une solution pour tous ceux qui ont des sites, qui gèrent des pages, qui ont besoin de faire beaucoup de transactions en ligne. Elle est la solution parce qu'elle est Visa, elle est sécurisée et elle vous permet de faire une transaction en un clic, tout simplement. Et avec toutes les applications reliées derrière, notamment en suivi de vos transactions, vous avez des SMS, des emails instantanés qui vous disent toutes les transactions qui ont été effectuées, avec tous les détails possibles, l'endroit où ça a été fait, sur quel terminal ça a été effectué, à quel moment, à quelle heure, etc. Et donc, vous avez un vrai outil, un vrai partenaire financier. J'aimerais rebondir Oui, Nelly. sur la réponse Oui. de Yannick parce que tu as parlé de e-commerce et j'aime bien l'approche de Yannick qui arrive à résoudre le souci dans un sens. Je suis au Cameroun, je fais de l'e-commerce, je veux booster mes pages, je veux faire des achats en ligne, je peux utiliser la carte. Mais quand on pense finalement à ce qu'Internet a permis de faire, à cette démocratisation de l'information, je suis au Cameroun, j'enregistre une vidéo, je peux vendre un service dans le monde entier, je peux l'acheter dans le monde entier. Le souci que beaucoup de jeunes ont ou beaucoup d'artistes que je rencontre ont, c'est de dire comment moi je me fais payer. Aujourd'hui, cet Internet de l'information, c'est très bien. Je suis brillant, je suis à Marois, à Gaoundéré, je sais pas, j'ai masterisé la guitare basse. Je donne des cours en ligne. Il y a des enfants qui s'inscrivent à New York, à Nouvelle-Zélande et partout. Maintenant, je vais me faire payer. Comment je fais? Je n'ai pas de compte en banque. Je ne vais pas partager le numéro de ma carte prépayée. Comment je fais? Et c'est là où finalement la crypto-monnaie, au-delà de cet aspect spéculation qu'on aime bien lui donner, ou de l'aspect purement investissement, la crypto-monnaie, la technologie blockchain sous-jacente permet aussi de fluidifier ce type de transaction-là. Aujourd'hui, on travaille avec des groupes d'artistes qui arrivent, qui vendent leurs œuvres et qui sont payés en Ethereum, en Tezos, mais qui doivent les transformer en CFA. Comment ils font? Par où ils passent s'ils n'ont pas de rampe de brokers en qui ils peuvent avoir confiance pour faire ce changement-là? Donc, ne pensons pas seulement de l'Afrique qui veut aller vers l'extérieur, pensons aussi à cette Afrique-là qui aujourd'hui arrive à vendre ses produits, ses services à l'extérieur, mais comment elle se fait payer? Comment elle se fait payer en minimisant les frais, en minimisant les délais, parce que attendre, même s'il fallait qu'ils aient un compte en banque, attendre une semaine, 3 jours pour avoir son virement, c'est pas possible. Les frais sont astronomiques, la documentation est terrible. Donc, quelle solution aujourd'hui on leur propose? Et c'est dans ce sens que des fintechs et les différentes solutions technologiques qui existent aujourd'hui, les innovations, peuvent permettre d'apporter des solutions, des compléments à certains usages que ne couvrent pas aujourd'hui les solutions présentes. OK. C'est très pertinent encore ce que tu viens de rajouter, parce qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'il est question. On parle de village planétaire, on parle des frontières qui ont disparu, mais il s'agit aussi derrière que l'offre africaine puisse trouver le moyen d'être accessible vers le monde entier. Et c'est par les transactions financières que c'est possible. Et les différentes solutions qui peuvent aider à ça contribuent à faire évoluer donc la fintech dans ce monde digitalisé. Nous avons quelques questions de la part des abonnés parce que je vois que ça crépite. On va prendre 2 séries de questions. Déjà, la première série de questions, Yvan. Oui, bonjour Lionel. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, on va faire la première série de questions. Je vais d'abord vous donner vos premières questions. Je commence par Nelly. Bonsoir. S'il vous plaît, rappelez-nous ce que exactement Ejara fait. Pour Franklin,
Cola Wallet serait une sorte de plateforme où les moyens mobiles monnaie pourront être utilisés. Et pour Yannick, vous êtes digital, mais pourquoi pour vos mises à jour, il faut absolument une présence physique? Ok, bon, ben, je Ok, commence. Nelly. Ah oui. Bon, je vais restituer encore la vision, puis décrire exactement le produit. Donc la vision d'Ijara, c'est vraiment d'apporter des solutions d'investissement et d'épargne à tout un chacun dans l'Afrique francophone. Euh, de dire que l'investissement, c'est pas réservé qu'aux élites, c'est accessible à tous. Comment on le fait? C'est au travers d'une application mobile disponible sur Play Store et sur App Store. Et cette application mobile vous permet de créer un wallet. Donc, on est un peu sur, comme Cola ou du Mobile Money, à la différence que ce wallet est basé sur une technologie nouvelle qu'on appelle la blockchain. Vous n'avez pas besoin de retenir le nom. Elle permet juste de faire en sorte que vous soyez votre propre banque. Donc, quand vous créez votre wallet Ijara, c'est comme si vous créiez un coffre-fort, mais ce coffre-fort, il est numérique et vous avez la clé de ce coffre-fort. Et ensuite, vous pouvez commencer à investir, à aujourd'hui à acheter des crypto-monnaies que vous possédez. Donc, Jara ne les possède pas. C'est vous qui les gardez. Vous pouvez les revendre, les envoyer, en recevoir comme vous voulez. Vous avez le total contrôle. Mais demain, ce que vous pourrez faire aussi, c'est de pouvoir investir sur nos marchés financiers locaux, acheter des actions, par exemple la régionale. Peut-être demain, si UBA décide de s'enregistrer à la BVMAC, why not, des obligations. Et j'espère, après demain aussi, de pouvoir investir sur des actions étrangères. Quand on regarde la tech mondiale, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous utilisons Google, Facebook, mais en tant que consommateur. Mon rêve, c'est de dire, quand on utilise ces produits-là qui ont l'air gratuits, c'est nous qui sommes le produit. Donc, ils utilisent nos données pour créer la valeur. Comment devenir actionnaire et pas seulement consommateur? Comment est-ce que moi, étant au Cameroun ou au Gabon ou au Tchad, je peux acheter pour 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA d'une action Facebook et capitaliser sur le fait que ça s'apprécie en valeur et que quand elle s'apprécie en valeur, je peux la revendre et après avoir fait peut-être 30%, 50% au bout de 4, 5 ans, je ne sais pas. Mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je participe déjà à cette création de valeur, mais je n'en profite pas. Donc, comment faire en sorte que vraiment l'Afrique et les Africains entrent pleinement dans ce jeu de la finance mondiale qui n'est pas que gestion de la finance personnelle, c'est un début, mais qui est aussi marché des capitaux, qui permet de faire fructifier, de protéger son épargne et de faire fructifier son épargne au travers des investissements. Donc, je vous ai présenté un peu Ijara, la vision, ce que c'est qu'Ijara aujourd'hui, ce que sera Ijara demain et après-demain. OK. Bon, je pense que la deuxième question, donc juste pour confirmer, je pense que la question, si je la répète, c'était vraiment est-ce que Cola Wallet est une plateforme de mobile money? La réponse, elle est simple, hein, elle n'est pas une plateforme de mobile money, nous ne sommes pas distributeurs de monnaie électronique, mais en fait, ce qu'on apporte, on apporte en fait un certain nombre de services autour du mobile money qui en fait facilite l'adoption du mobile money et de l'utilisation également. Donc, si je prends un exemple simple, hein, aujourd'hui, pour se faire un transfert d'argent, on va taper étoile quelque chose, étoile ceci, pour finalement avoir un numéro de téléphone qu'on va noter sur un petit papier qu'on tapera. Après, on verra si ce numéro est le bon numéro, pas le bon numéro. C'est assez pénible de le faire. Cola Wallet vous permet de faire ce transfert en 2 clics. Donc, vous avez 2 endroits où vous devez remplir. Vous choisissez le nom de la personne à qui vous envoyez. Vous choisissez le montant, vous appuyez envoyer et c'est fait. Ça calcule pour vous les frais d'envoi. Ça calcule si vous voulez prendre avec frais de retrait ou sans frais de retrait. Et aussi, ce qui est assez important, c'est que la donnée, vos détails, c'est-à-dire votre code de paiement, votre code personnel avec Orange ou encore MTN, reste toujours assez confidentiel. Nous, pour là, on ne récupère pas cette information-là. Elle est rentrée seulement sur la plateforme du propriétaire du mobile money et l'authentification est faite à ce niveau-là. Donc, nous, tout ce qu'on a, c'est vraiment faciliter ce transfert-là. Et aussi vraiment régler les problèmes des Camerounais qu'on avait beaucoup. Hein, c'est les fraudeurs, ils appellent beaucoup. On vous envoie de l'argent, votre compte a augmenté. Il faut pouvoir trouver des moyens qui permettent en fait de dire, OK, est-ce que je pourrais voir à tout moment mon solde actuel? Et effectivement, vous permet de faire ça. Donc, lorsque vous ouvrez l'application, tout ce que vous voyez, c'est votre solde actuel. S'il n'a pas augmenté,
vous n'avez pas reçu d'argent. C'est ça, c'est simple, hein, parce que les fraudeurs adorent faire ça. Vous avez reçu de l'argent et après, vérifiez votre solde. Il n'y a pas de solde à vérifier. Pour là, vous direz si votre solde est correct. Donc, il y a ce problème qui est assez critique. Mais fondamentalement, pourquoi on le fait? Donc, si je pense à la vision long terme, c'est vraiment pouvoir avoir des services à valeur ajoutée. Donc, on a parlé plus tard de l'accès au financement, plutôt accès au financement, microcrédit et tout ce qui va avec. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire du microcrédit, il n'y a pas de moyen d'établir des critères de solvabilité. On ne peut pas savoir ce qu'on appelle le credit scoring. Vraiment, comment est-ce qu'on apprécie le credit score d'un individu qui, bien sûr, n'est pas bancarisé. Donc, c'est-à-dire, il n'a aucune trace bancaire. Hein, il n'y a jamais de banque. Hein, et il n'ira pas sûrement parce que, bon, déjà, l'agence la plus proche se retrouve à je sais pas, plusieurs kilomètres de lui. Comment est-ce que ce mec qui fait partie de l'économie, hein, de la microéconomie camerounaise, hein, on sait que le secteur de l'informel représente plus de 85% de l'économie camerounaise. Hein. Comment est-ce que ce mec qui tourne des sous de manière régulière, qui reçoit des paiements Orange Money, qui en fait, qui a une vie associative, donc qui fait partie d'une tontine, où est-ce qu'il fait des paiements, il reçoit des paiements, donc on peut voir quelle fréquence il fait ces paiements-là. On voit qu'il y a des gens qui puissent le coopter fondamentalement par rapport à ça. Il y a cette personne également qui pose des budgets également, qui fait des budgets, qui peut planifier sa vie financière. Donc, tout autour de ça, on peut créer ce service-là qui est en fait ce qu'on appelle chez nous aujourd'hui le Cola Score, qui est en fait un crédit score, pour pouvoir permettre effectivement sur un futur très proche d'émettre des microcrédits. Et ces microcrédits-là vont on parle des trucs simples, hein. Il y a des gens qui se retrouvent à 23 heures quelque part. Ils ont besoin juste ils ont besoin de 1000 francs de crédit pour appeler. Il n'y a pas de point ouvert, donc il faut faire des kilomètres pour trouver un potentiel point ouvert, faire un transfert et avoir du crédit. C'est pouvoir avoir ces petits services-là à valeur ajoutée dans l'application qui permettent effectivement de se dire si on a un problème à 23h, à 1h ou quand la branche est fermée, qu'on puisse pouvoir faire bouger de l'argent. Plus tôt, il y a Yannick qui a mentionné l'idée de faire bouger l'argent également entre les wallets. C'est fondamental parce qu'également, on ne veut pas aussi oublier ceux qui ont déjà des comptes bancaires. Donc, déjà, Cola permet de pouvoir bouger l'argent de manière systématique également, hein, en évitant les étoiles et tout le reste, les codes USSD, permet de pouvoir bouger l'argent de sa banque, aux wallets électroniques, soit OM ou Orange, et qui sont des services supportés par des banques, et nous, on ne les crée pas, hein, c'est juste qu'ils sont supportés par des banques, mais ils ne sont pas utilisés parce que c'est difficile à comprendre. Donc, permet de manière vraiment simple, hein, se dire, OK, je choisis ce compte bancaire-là, je choisis ce montant-là, j'appuie un seul endroit et l'argent a bougé. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est vraiment, comme je dis, c'est trouver des petites solutions aux problèmes tous les jours que nous rencontrons. Et voilà, ça. OK. Merci, Franklin. Il faut télécharger pour la wallet. Hein. Ah ben oui, il faut le faire. Hein. Il faut le faire tout de suite. C'est sur Play Store, c'est tout Android. Hein. Tout Android. Hein. OK, Yannick. Oui, ouais, si vous êtes une banque digitale, pourquoi devons-nous nous déplacer pour des mises à jour? Dans mon propos liminaire, j'en ai parlé. J'ai dit, parmi les différents freins dans le secteur bancaire, il y a les freins réglementaires. La régulation, les procédures sont telles que, et ça c'est pour toute l'Afrique centrale, notre régulateur est très, très regardant sur tout ce qui est procédure. Si vous prenez par exemple le groupe UBA, nous sommes dans 20 pays en Afrique. Nous avons Léo, dont j'ai parlé. Léo permet d'ouvrir son compte bancaire. C'est-à-dire, Nelly aujourd'hui n'a pas de compte chez UBA. Elle enregistre le numéro de Léo sur WhatsApp et elle crée son compte, elle ouvre son compte bancaire. Malheureusement, nous ne pouvons plus, on le faisait au Cameroun, on ne peut plus le faire parce que le régulateur a interdit d'ouvrir des comptes à des personnes qu'on ne voit pas. Donc, vous devez absolument venir à la banque pour que le gestionnaire puisse vous identifier. Ce qui fait que pour toute mise à jour de votre compte, vous devez venir à la banque parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de clients partagent leurs données, partagent leurs informations avec la famille, avec les amis. On sait très bien, je ne le souhaite pas, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut être ami et demain ne plus l'être, ou bien on peut se vouloir du bien aujourd'hui et demain ne plus se vouloir du bien. Hein? Donc, et de l'autre côté, il y a des fraudeurs. Je crois que Franklin en a parlé aussi un peu. Il y a des fraudeurs, il y a des gens dont le métier, si c'est un métier,
est de réfléchir à comment vous arnaquer. Et il faut dire aussi que tout ce qui est fintech, tout ce qui est innovation vient avec, parce qu'on vient avec la simplicité, on vient avec la rapidité, etc. et tout, la sécurité. Mais si vous ne suivez pas derrière, ça deviendra un problème plutôt qu'une solution. Je prends un exemple simple. Nelly a son compte sur UBA. Elle entend parler, voit dans une publicité qu'on peut lier son compte bancaire à son compte Orange Money, etc. et tout. Elle a bien envie de le faire, elle n'a pas trop le temps et tout. Elle en parle autour d'elle et tout. Et il y a quelqu'un de malveillant qui a ces éléments, ces informations et qui vient à la banque pour se faire passer pour elle et pour lier son compte. Vous savez ce qu'il peut faire en fait. C'est-à-dire si j'ai lié le compte de Nelly à mon Orange Money, de chez moi, je débite tout simplement son compte. Donc, nous avons besoin que vous veniez à la banque parce qu'on veut se rassurer que, déjà, d'un point de vue de la régulation, comme je disais, on est obligé de le faire. Et de l'autre côté, on doit se rassurer nous-mêmes en tant que votre banquier, c'est-à-dire la personne en qui vous avez mis votre confiance et votre espoir, puisque je pense que lorsqu'on épargne, c'est parce qu'on a des projets futurs. Nous devons de nous rassurer que c'est bien vous qui êtes devant nous en train de vouloir faire de vouloir actualiser votre compte, peut-être le lier à des solutions digitales qui vous permettront, je le rappelle une fois de plus, de gérer de chez vous. Donc, vous n'aurez plus besoin de venir à la banque et on doit se rassurer un minimum que déjà, c'est bien vous, dans un premier temps, qui êtes devant nous. Et deuxièmement, il y a des éléments également, des étapes que nous avons mis dans ces différentes solutions avec des codes, des pings, etc. pour qu'on se rassure une deuxième fois que même étant chez vous, c'est bien vous qui êtes derrière votre téléphone ou votre ordinateur en train de faire toutes ces transactions-là. Donc, c'est vraiment pour des besoins de sécurité et de respect de la législation, de la réglementation en vigueur dans la sous-région que nous avons besoin que vous veniez en agence pour toute transaction sensible dans votre compte en banque. Nous avons les solutions qui permettent de le faire, mais nous devons respecter la législation. OK. C'est step by step. On est encore en plein dans la transformation numérique, donc prenez votre mal en patience. Bientôt, on sera totalement digitalisé, mais pour l'instant, il faut se contraindre aux exigences de la réglementation. Il va de l'intérêt de tout le monde. Donc, Yvan, je pense qu'il y a une deuxième série de questions. Oui, la deuxième série de questions, on recommence avec Nelly. Pensez-vous avoir apporté un plus dans la fintech africaine, plus particulièrement camerounaise? Pour Franklin, s'il faut payer les factures avec votre appli, faudra-t-il forcément avoir une connexion? Si oui, où se trouve donc la différence avec les autres applications? Pour Yannick, beaucoup de fuites avec vos comptes, argent prélevé sans l'avis du propriétaire. Du coup, on aurait l'impression que vous ne contrôlez pas vraiment le monde digital. Bon, merci Yvan pour cette série de questions. Écoute, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir apporté quelque chose au Cameroun, aux populations? En tout cas, j'ai le sentiment d'apporter énormément de choses aux clients qui nous font confiance tous les jours à Ijara. Je sais que Franklin a parlé beaucoup d'éducation financière et c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué jusqu'ici. Nous aussi, j'y crois énormément. Je pense que ça passera par là. Je pense qu'au vu surtout de tous les scams qui existent dans notre région, tous les fraudes, tous les arnaques, très souvent, elles ne sont pas très sophistiquées. Elles sont très basiques, très brutes de fonderie. Mais comme nos populations ne sont pas éduquées, ne sont pas sensibilisées, il est de notre devoir à tous les acteurs. Je sais que les banques qui contribuent, les régulateurs aussi essayent, les boîtes de téléphonie mobile aussi. Je pense que nous, on a d'autres moyens, on a d'autres possibilités au travers de nos applications, au travers de nos communications sur les réseaux sociaux, de nos prises de parole. J'invite notamment des personnes qui sont sur YouTube à aller voir ma chaîne où je fais des capsules pour expliquer l'univers de la blockchain, l'univers des crypto-monnaies, l'univers de l'investissement, parce que c'est la base de tout. Donc déjà, en ce sens-là, oui, j'apporte quelque chose parce qu'il y a des personnes qui se forment, qui s'éduquent, qui comprennent des termes que certains essayent de mystifier
grâce à cela. Je vois la corde passer. Yannick, tu pourrais te mettre en mute? Oui, c'est bon. Ensuite, sur la partie du produit même que j'apporte, j'ai parlé d'un coffre-fort numérique, j'ai parlé de décentralisation. Il faut dire que c'est malgré tout le ramdam que le Nigeria, le Kenya peuvent faire sur leur prédilection, leur appétence et leur primauté sur la crypto, Ijara, c'est la première le premier portefeuille décentralisé en Afrique. C'est-à-dire que nous sommes les premiers à avoir créé finalement ce coffre-fort numérique qui permet à chacun d'avoir une pleine possession de ses actifs et de pouvoir les gérer comme bon lui semble, avec un degré de sécurité à l'extrême. Donc, en ce sens-là, oui, c'est une révolution qui montre aussi, qui inspire aussi d'autres jeunes, parce que ce soit Franklin ou moi, je pense que le fait que nous puissions créer des solutions comme ça inspire d'autres jeunes qui sont sur le terrain à se dire on peut aussi le faire. Et plus il y en aura, plus on répondra à des besoins de population, à des usages, parce que Franklin, moi, ou même Lionel ou toi, avec Blue apporte une réponse aussi à un problème qui existait. Il en faut tellement, on a tellement de problèmes en Afrique qui faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux pour y répondre. Donc, je pense que chacun de nous apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Et je vais conclure en disant qu'il y a une métrique dont je suis très fière sur Ijara, c'est le fait que nous avons 40% de femmes sur la plateforme. C'est assez inédit. Hein. Au niveau mondial, il n'y a aucune plateforme qui revendique de faire de la crypto, de l'investissement, qui peut se prévaloir de 40%. Au maximum, c'est 20%. Comment on y arrive? Bon, la réponse simple, c'est de dire, ben, je suis une femme, donc forcément, mais non. La réponse, c'est de dire que nous, on parle rarement, en fait, dans Ijara de crypto-monnaie, de spéculation, de prix. On parle de projet, on parle d'investissement. Pourquoi voulez-vous faire de l'épargne? C'est pour mettre un peu de côté pour compléter la retraite que vous allez recevoir peut-être parce que vous êtes inscrit à la CNPS. Voilà, vous n'avez pas du tout cotisé pour la retraite. Vous mettez de côté parce que vous pensez que ça peut vous aider. Est-ce que le projet, c'est j'ai des enfants en bas âge, je veux commencer à mettre de côté pour financer les études supérieures? C'est de ça dont on parle en fait tout le temps. Pourquoi vous voulez investir? Pourquoi vous voulez épargner? Quel est votre profil de risque? À quoi pouvez-vous vous exposer? Combien vous pouvez perdre? Parce que, encore une fois, quand on parle d'investissement, on parle de perte de capital. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « Investis ton argent, je te garantis X% de retour par semaine sans possibilité de perte d'argent », fuyez. Donc, rien que ce discours-là, déjà, il apporte énormément aux personnes qui disent « Ah, je ne savais pas ». Donc, oui, pour résumer, effectivement, on apporte et j'espère qu'on apportera encore plus. J'espère que dans 2-3 ans, Ijara pourra se dire que nous avons des millions d'utilisateurs et que nous avons vraiment changé, transformé la vie financière de ces millions de personnes. Okay, merci Nelly. Suivez Nelly, n'hésitez pas, c'est un vrai modèle. Il y a beaucoup d'humilité parce que derrière le chantier est vaste et que ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde pour essayer ensemble de changer l'écosystème, de le faire évoluer dans le bon sens. Et le fait que derrière, de plus en plus de femmes s'intéressent à ça, c'est louable et c'est à encourager. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, Nelly existe. Ce n'est pas un discours. Il peut en avoir 1000, 2000, 3 millions, 4 millions de Nelly. Franklin? Oui, merci Lionel. Et effectivement, je tire le chapeau à Nelly parce que étant un entrepreneur moi-même, je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je connais, j'ai une bonne idée du niveau du risque qu'il y a à prendre, des sacrifices qu'il faut faire, et principalement en tant que femme dans un milieu, d'un contexte africain qui n'est pas toujours, je veux dire, favorable à aux femmes entrepreneurs. Donc je dis, c'était vraiment un très grand effort. Félicitations pour ça. J'ai la chance d'être entourée d'hommes formidables. on va dire ça comme ça alors. Donc, je crois que ma question, c'est de savoir, est-ce que les factures d'Ancola Wallet demandent à avoir une connexion Internet pour pouvoir être effectuées? La réponse, elle est simple, hein, c'est non. Donc, pas besoin de connexion pour payer une facture d'Ancola Wallet. On a bien compris le problème que beaucoup de Camerounais ont avec les mégas. On sait que les mégas restent un gros souci.
Donc, on a essayé de garder tout ce qui est transactionnel se fait sans connexion. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Envoyer de l'argent, faire des paiements de factures et tout le reste. Tout ça ne demande pas de la connexion Internet. Et même quand vous avez besoin de pouvoir faire des choses sur votre budgétisation ou encore sur votre tontine, tout est gardé en local chez vous. Et après, lorsque vous avez une connexion Internet, c'est synchronisé. Donc, l'application fonctionne hors réseau, on dirait ça comme ça, pas de méga. Donc, soyez rassurés. Et comme je dis, elle est disponible sur Play Store. Il faut clairement noter, pour ceux qui téléchargeront l'application pour la première fois ou alors entendre parler de Cola pour la première fois, il faut se noter que l'application a été construite, développée par des Camerounais. Donc, les 100% Camerounais sont des étudiants qui ont fini en Goekele, qui ont fini à Polytech, qui ont fini dans les différentes institutions camerounaises, qui sont assis et qui ont mis ça sur place. Je vous dirais d'ailleurs même que je pense que la moyenne d'âge n'atteint pas 25 ans, donc pour ceux qui l'ont construite. Donc, juste pour que vous sachiez, donc c'est vraiment 100% camerounais. C'est pas de la magie, c'est pas un miracle. Ça a été fait par des personnes qui bossent dur pour le faire. On continue à évoluer. On a beaucoup de retours d'utilisateurs parce que nous sommes à plus de 4000 téléchargements déjà. Donc, on a beaucoup de retours d'utilisateurs qui arrivent et bien sûr, ces retours nous permettent d'améliorer nos solutions. Il y a beaucoup de problématiques qu'on essaie de résoudre de manière régulière. Il y a beaucoup de problématiques qu'on essaie de résoudre, mais vraiment, ce qui est important à comprendre et que le message que je voudrais passer, c'est il y a beaucoup à faire au Cameroun. Il y a aussi effectivement il y a aussi les ressources et les compétences sur place qui peuvent le faire. Donc, on encourage, nous, particulièrement chez nous, on encourage beaucoup la créativité. On est ouvert, on a des positions ouvertes pour développeurs, pour designers, pour data scientists, data analystes. On recrute régulièrement. Je pense que là, on recrute également. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, nous, les CV, vous allez sur colagroup.io, il y a la partie carrière, vous appliquez et ça nous fera plaisir d'avoir d'autres Camerounais qui se rajoutent un peu à la construction de notre édifice. Merci Franklin. Il n'y a pas que la digitalisation, la fintech, il y a aussi la création d'emplois derrière. Oui, c'est ça, effectivement. Tout à fait. OK, Yannick. Yannick, tu es sur mute. Ah oui, je pense que Lionel, il faut que ce soit toi qui lui chante plus loin. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon là. Non? Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci de m'avoir libéré. Désolé Nelly pour tout à l'heure. J'ai cru que j'avais fermé la porte de mon bureau, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai un de mes collaborateurs qui est entré et qui s'est mis juste à me raconter ses difficultés. Donc, oui, on parlait des fuites des comptes, fuites de l'argent dans les comptes. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fuite d'argent dans les comptes parce que tout est suivi, tout est traqué, donc ça ne peut pas arriver. Maintenant, je veux bien partager avec vous, parce que quelquefois, quand ça arrive, en général, lorsque le client se rapproche de nous et qu'on vérifie, généralement, il y a trois grands cas de figure qui se révèlent. Le premier, c'est très souvent, le client a souscrit à ce qu'on appelle des IPAC, c'est-à-dire il a pris des cartes Mastercard, Visa, il a pris des SMS alertes, des emails alertes et tout ça, et il a complètement oublié qu'il a souscrit à toutes ces cartes-là, et donc il est débité chaque mois parce qu'il reçoit des notifications et ça. Donc il a souscrit à un pack et soit ça lui est sorti de la tête, soit le numéro qu'il avait donné, il ne l'a plus, il l'a peut-être donné à son petit frère ou je ne sais pas quoi. Ou l'email, il ne le regarde plus beaucoup. Il a peut-être changé d'email, il a ouvert une deuxième boîte email, mais il reçoit ses emails et il a oublié qu'il avait souscrit. Donc, en général, quand vous vous rapprochez et qu'on vérifie les transactions sur votre compte, on retrouve tout de suite où est parti, ou à quoi a servi votre argent. Donc, et très souvent, dans beaucoup de cas, c'est de ça qu'il s'agit, c'est que le client souscrit à des alertes et il a oublié et il a été débité, il ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Il y a un deuxième cas de figure dont j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est
transactions en ligne. Et ça aussi, ça arrive très, très, très souvent. Dernièrement, j'ai un ami à moi qui est responsable marketing dans une structure de la place et qui m'appelle paniqué, il ne comprend pas, il vient d'être débité, ce n'est pas la première fois, c'est arrivé les 2 mois précédents. Bon, il s'est dit qu'il allait observer encore pour voir ce qui se passe, il ne comprenait pas. Et quand on va vérifier, on se rend compte qu'il a été débité, et c'était aux Pays-Bas, il est au Cameroun. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait avec ta carte? Et puis il dit, ah, c'est depuis quand? Je lui dis, ça fait 3 mois, je lui donne la période exacte. Il dit, ah oui, j'avais donné à une amie pour qu'elle paye ses accès Netflix et tout. Je lui dis, oui, c'est un récurrent en fait. Chaque mois, on te débite parce qu'elle est abonnée à Netflix. C'est des choses qui arrivent. Donc, je dis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, évitez de partager vos informations avec les gens parce que je peux prendre ça et je vais m'abonner à ma salle de sport avec votre carte. Et tous les mois, vous êtes débité de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, qui n'ont peut-être l'aide de rien à un moment donné parce que votre compte est fourni, mais qui deviennent pesants à un moment donné où vous faites très attention à la moindre transaction et vous ne vous souvenez pas tout de suite, vous avez juste l'impression que votre argent a disparu, n'a pas disparu. Vous avez également les sites pas sécurisés, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous allez sur des sites de e-commerce, etc., pas sécurisés, vous introduisez vos numéros de carte et après, derrière, on a des gens malveillants qui réussissent à entrer en possession de vos codes et qui continuent les achats, en fait. Où vous êtes arrêté, ils continuent. Ça aussi, ça arrive souvent, que vous êtes en ligne, vous avez juste acheté un t-shirt, mais après, on se rend compte qu'il y a eu des vestes, des chaussures, des sacs qui ont été achetés. Parce que, voilà, ils ont réussi à entrer en possession, ils ont continué les achats et tout. Donc, faites très attention à ce niveau-là. Le troisième cas de figure qui arrive aussi souvent, c'est qu'on a des gens qui ont pris des crédits. Et vous savez que lorsque vous prenez un crédit, vous avez une date à laquelle le remboursement est prévu. Et souvent, on va se dire que ce n'est pas fait exprès. Souvent, vous savez que c'est le 25 que je suis débité. Mais souvent, il y a des clients qui, le 22 ou le 23, enlèvent la totalité de leur argent dans leur compte parce qu'ils ont un souci ou autre chose. Et ils le font 2-3 mois de suite. Et au 4e mois, ils ne le font pas. Et donc, la banque récupère tout ce qui aurait dû être payé. Et donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens d'être débité de 500 000, c'est des voleurs. Mais c'est tout simplement que vous n'avez pas respecté le contrat qui était que chaque 25, vous devez laisser 75 000 qui doit être débité en rapport avec le crédit auquel vous avez soumissionné. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qui arrivent. Quelquefois, il arrive aussi, je ne vais pas dédouaner les banques, il arrive aussi quelquefois parce que c'est des machines derrière, quelquefois qu'il y ait des opérations qui se fassent qui n'auraient pas dû se faire. Et dans ce cas, vous vous rapprochez du service client ou de votre gestionnaire et lorsqu'on se rend compte, on remet l'argent dans votre compte. Donc, il n'y a pas de fuite ou de disparition d'argent, il y a toujours une explication. Et comme je dis, dans la majorité des cas, c'est soit de l'inattention, soit souvent de l'oubli qui peut être lié, par exemple, dans le cas des crédits ou dans le cas des souscriptions à des forfaits ou à des packs qui entraînent ce genre de situation. Donc, dans tous les cas, vous vous rapprochez de votre gestionnaire de compte ou du service client et vous aurez la réponse à toutes vos questions parce qu'on vous sort votre listing. Et avec les solutions qui existent aussi, par exemple, pour le cas de UBA, Mobile App, Léo sur WhatsApp, vous avez la possibilité de tirer votre relevé bancaire. Vous n'avez plus besoin de venir à la banque pour avoir votre relevé bancaire. Donc, vous-même, déjà, vous pouvez dire, ah, tiens, je vois ici que sur le site de e-commerce tel, j'ai été débité. Effectivement, j'avais passé la carte à mon frère ou à ma soeur. Ça doit être lui qui a fait les achats. Donc, vous-même, déjà, vous pouvez avoir une première information. Mais dans le doute, rapprochez-vous de votre gestionnaire ou de notre service client et vous aurez réponse à toutes les questions. OK, merci Yannick pour ces éclaircies. De toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Et nous sommes dans l'ère digitale, comme on le dit tantôt, et que derrière, tout est perfectible. Même les plus grosses applications que tout le monde connaît, il y a eu la version 1,
2, 3, 4, 5, 6. Le s'améliore. L'avantage, nous avons aujourd'hui ce panel, c'est que nous avons un panel 100% africain. Parce qu'aujourd'hui, la réponse de la digitalisation de notre continent, elle sera aussi par nos compétences locales. Nous sommes arrivés au terme de l'acte 24 du Blue Digital Talk. Blue a vocation à accompagner l'écosystème parce que ce n'est pas juste Franklin de son côté, Yannick de son côté ou Nelly de son côté qui vont faire bouger les lignes. C'est ensemble qu'on le fera. Et Blue, en tant que marque 100% camerounaise, digital, smart et simple, a vocation à apporter sa pierre à l'édification de cet écosystème-là et de les accompagner, d'aller de main dans la main avec eux. Donc, pour terminer, je vais faire un dernier tour de table. On vient quand? On vient quand? On signe où? Bientôt, très, très bientôt. Je pense que l'opinion nationale et même internationale sera au courant de ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Donc, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a sûrement la veille concurrentielle qui se fait en ce moment. Salut aux concurrents qui nous suivent. On fera dans le dernier tour de table pour recueillir votre mot de la fin. En commençant par Nelly. Oui, et je pense que tu as introduit un peu, Lionel, ce mot de la fin. Je pense aussi que l'Afrique doit être construite avec ses enfants. Je crois, Franklin, comme on a la même expérience, on a été, en tout cas, moi, j'ai été formée, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, j'ai été formée au Cameroun. Et après mon bac, je suis allée faire des études à l'étranger, j'ai commencé une carrière là-bas. Mais pour moi, il était normal de revenir parce que ce continent, il ne se construira pas sans nous. Si on laisse les autres construire notre continent, on ne le reconnaîtra pas et il ne répondra pas forcément à nos besoins, il répondra aux besoins des autres. Donc, les exigences qu'on peut avoir, que ce soit des entreprises qui sont installées, des opérateurs telco, des banques qui, pour beaucoup, sont peut-être finalement plus étrangères que africaines ou camerounaises, elles ne peuvent pas avoir cette préoccupation qui nous tient éveillés du bien-être de la communauté que nous avons. Quand on parle de wealth management en anglais, gestion du patrimoine, moi je le vois comme la gestion de la santé, bonheur et prospérité. C'est tout ça qui vont ensemble. Je ne vois pas un avenir où en Afrique, quand on se construit avec la communauté, où déjà on pense une sorte de gestion unique, individuelle, parce que la communauté, c'est dans notre ADN. Donc, construire cet écosystème-là, le construire ensemble, avec des acteurs bancaires qui sont leaders dans l'innovation digitale, avec des opérateurs telco qui arrêtent de se regarder le nombril et qui essayent d'embrasser les autres acteurs de l'écosystème pour permettre qu'ensemble, on agrandisse la taille du gâteau plutôt que de se préoccuper sur maintenir 50-60% du petit gâteau qui existe. Ce n'est pas ça les enjeux aujourd'hui. L'enjeu est beaucoup plus grand. Et bien sûr, aider en cela par tout l'écosystème institutionnel, les régulateurs, voilà, toutes les institutions qui peuvent accompagner cet élan que nous essayons d'impulser. C'est ce que j'appelle de mes vœux pieux. Façon moi, Ijara, je continuerai à mettre, c'est pas facile tous les jours, mais je pense que j'ai la niaque pour cela et de toute façon, je dis, tant que je suis pas dans le cercueil, je continuerai. Never give up, never give up. Effectivement. Ok, merci Nelly. Franklin, ton mot de la fin. Ah ben oui, je rejoins Nelly complètement. Elle a effectivement marqué les points très importants. C'est la part de gâteau là, assez petite. Hein, il faut qu'on se mette ensemble pour l'agrandir. Je pense qu'elle a touché sur des points assez sensibles pour moi, ce que je pensais dire. Je rajouterais simplement après tout, il y a aussi une partie, une responsabilité à tous les Camerounais et tous les Africains également, d'embrasser ces made in Cameroun, made in Africa qui sont créés, pouvoir vraiment changer les mœurs hein, et se dire, c'est pas toujours ce qui vient d'ailleurs qui est meilleur. Il y a sûrement ce qu'on peut faire sur place qui est bien. Une fois de plus, je le répète, hein, les produits cola sont développés 100% par des Camerounais qui vivent au Cameroun et qui, pour la majorité, je dirais déjà tous, n'ont jamais vécu à l'extérieur. Donc, c'est la preuve vivante que c'est possible de le faire. Il faut bien sûr le soutien de toute la population pour que ça avance. Il faut qu'on puisse changer un peu notre mentalité où on a peur de ce qui est africain ou alors camerounais. Essayons d'accompagner ces chefs d'entreprise, ces entrepreneurs et faisons un peu confiance parce que je sais qu'il y a un problème de confiance sur la donnée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ma donnée? Où est-ce qu'on va voir combien d'argent j'ai et tout le reste.
Mais la réalité, effectivement, que la donnée est en fait le moteur de l'épanouissement financier. Parce qu'effectivement, c'est avec la donnée qu'on peut vraiment analyser le profil de risque et potentiellement donner ou fournir des produits financiers qui vont permettre aux individus et aussi aux entreprises d'aller beaucoup plus loin. Parce que l'accès au financement reste encore un gros problème en Afrique. Et il y a des solutions qui sont autour des individus et qui accompagnent les individus dans leur éducation financière ou alors dans leurs habitudes financières, permettront ces mêmes individus de mieux fonctionner en entreprise ou encore en entrepreneuriat et pouvoir effectivement débloquer des situations financières où elles se trouvent souvent. Donc, comme j'ai dit, ce n'est qu'ensemble qu'on pourra le faire et ce n'est que on a besoin de soutien de tous. Donc, c'est ce que je dirais encore de fin. Merci Lionel et merci au panel, Nelly et Yannick. Merci Franklin, c'est ensemble. Hein. La cola, on la partage ensemble aussi. Effectivement, c'est le style de la cola, comme on l'a dit. La cola, c'est le partage. La cola, c'est la richesse. La cola, c'est la cola. Et c'est partout comme ça. Juste merci, merci. Merci Franklin. Yannick, ton mot de la fin? Oui. La banque digitale. La banque, de manière basique, la banque, c'est le crédit, l'épargne, l'investissement. Aujourd'hui, les fintechs peuvent faire ça, le font déjà. Donc, on a une première réponse à notre question, mais pour que cette théorie devienne de réalité, c'est vrai qu'on l'a amorcé, on a démarré, mais elle reste encore au stade embryonnaire. Il faudrait beaucoup d'éducation. On l'a vu, que ce soit au niveau sur le plan culturel, il faut beaucoup d'éducation. C'est de l'innovation. L'innovation, en général, demande de l'éducation, de l'accompagnement, parce que, en général, lorsqu'on ne comprend pas, on s'abstient. Donc, il faudrait beaucoup éduquer, beaucoup accompagner. Il faudrait aussi, et Nelly l'a dit tout à l'heure, qu'on travaille ensemble. Nous, par exemple, à Uber, on a commencé à travailler, on travaille avec beaucoup les fintechs, parce que justement, notre positionnement, c'est d'être une réalité. Et ça demande de travailler ensemble, de travailler avec tous les secteurs, main dans la main, parce qu'il faut qu'on remette le client au centre des préoccupations, de notre priorité. On doit être des solutions ou la solution à la problématique du client. Et pour ça, ça passe par la collaboration, parce que chacun de son côté, on a un bout de la réponse. Donc, le but, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir pleinement satisfaire le client et faire en sorte que ce taux de bancarisation qui est très bas comparé à d'autres secteurs, sur le digital notamment, soit atteigne les 100% et que, comme l'ont commencé les pays de l'Afrique de l'Est, c'est le mobile money, que toute l'Afrique soit dans ce domaine-là une référence, sinon la référence pour tous les pays dans le monde, quoi. Donc, nous, chez UB, nous avons commencé le travail et je pense que les panélistes dans leurs différents métiers aussi, vu les chances qu'on vient d'avoir. Donc, on va continuer à travailler et merci pour l'opportunité. Merci à Franklin et à Nelly pour l'échange. Et merci à toi, Lionel, également. Merci, merci à vous, Nelly, Franklin, Yannick, pour la qualité de vos interventions qui a permis quand même d'édifier l'ensemble de nos abonnés et internautes sur les enjeux en fait de la bancarisation, de l'accès à l'argent surtout, et le digital et la fintech. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était l'acte 24 du Bout Digital Talk. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Au revoir. Ouais.